Bonjour. Pour parler cette fois, on va continuer notre série d'épisodes sur Costa Gavras. On n'en est pas au bout, loin de là. Oh non. Loin de là, loin de là. Alors moi, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai vu Mad City, Ah, que j'ai revu. ça vous a plu? Ah, c'est formidable. Ah oui, oui, et puis voir Travolta et Dustin Hoffman et Alan Alda, et oh là là, c'était formidable. Le scénario est superbe, le film est palpitant. Et voilà, donc je sais qu'on en avait déjà parlé, mais vu que je l'ai revu, je vous le conseille allègrement. Et puis donc, aujourd'hui, on est là pour parler de deux films qui sont séparés par presque 30 ans de... Oui, 30 ans. 32 ans, Peut-être, je crois, 2002. 70-2002, je crois. Oui, c'est ça. 70 pour L'Aveu et 2002 pour Amen. Aujourd'hui, on enregistre, on est le mercredi 12, sort le film... Son dernier film, oui. Son dernier film, Le Dernier Souffle. Donc on ira le voir et ça fera sûrement l'objet d'une vidéo prochainement. Oh oui. Vous proposez quoi? Moi, je suis observateur. Amix, Abonex, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Petit coup de pouce. Petit coup de pouce, abonnement parce que c'est comme ça qu'on reste en contact. Et puis, faut nous faire des commentaires là, Oui. parce que je trouve que vous n'êtes pas très... jusque-là, vous n'avez pas beaucoup participé au débat, quoi. Oui, c'est la moindre des choses, quoi. Un petit commentaire, on aime, on n'aime pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je m'en fous. Voilà. N'hésitez pas à exprimer votre avis. Passez votre journée sur les réseaux sociaux, sur vos machines. Pour donner des avis et pour envoyer des likes sur Facebook. On y va. Mais il s'agit de critiquer une émission culinaire ou cinématographique, il n'y a plus personne. Exactement, culinaire, on n'a pas fait encore. Mais on pourra, peut-être, on pourra. Donc voilà, donc l'aveu. L'aveu alors. L'aveu. Révérend. Oh écoutez, L'Aveu, 1970, formidable film, comme tous les films de Monsieur Costa Gavras, que je trouve. Là on est quand même dans le... Ouais, là on est dans le sommet, pas loin du soleil au niveau des... Dans la filmographie, c'est quand même un... Ça faisait longtemps que vous m'en parliez. Central, oui. Moi c'est un de ceux qui m'ont le plus... bouleversé en tant que spectateur dans ce que ça m'a dans ce que ça m'a atteint, à savoir tous ces films sont très très bien, il n'y a aucune comparaison possible. Je fais des petits bruits. Dans L'Aveu, il y a quelque chose dans le style qui est très proche du documentaire. Il y a une image très rêche, tout est sec. Tout est pas de musique. À l'os, oui c'est ça, pas de musique dans le film. Et le montage est là pour vous. Moi c'est le film de Costa Gavras qui m'a donné le plus d'écœurement, de nausée et de douleur, presque physique, à regarder ce que le personnage interprété par Yves Montand endure, qui est vraiment une machine communiste, si je ne m'abuse, une machine institutionnelle communiste à broyer l'individu. Et le personnage donc est un de ceux qui ont mis en place ce système-là dans un pays, encore une fois, qui n'est pas cité, je crois, mais qui est un pays de l'Est. C'est Prague. En tout cas, la référence est à Arthur London, qui a été vice-ministre des Affaires étrangères à Prague, je crois, mais qui était avant un combattant de la guerre d'Espagne, un résistant qui a été déporté dans un camp, je ne sais plus lequel, haut responsable en tout cas dans le parti communiste à l'époque. Et donc c'est tiré d'une histoire vraie, ces personnages, le couple London que joue donc Yves Montand et Simone Signoret a existé, cette histoire leur est arrivée. C'est un film qui a fait une polémique, je crois que c'est un des films qui a fait le plus polémique et d'ailleurs avec les gens avec Z peut-être, avec les gens à qui j'en parlais, des gens qui sont, on va dire, plutôt de la génération de Gavras ou proches, avec qui j'ai pu parler de ce film, ils ont un rapport à ce film qui est assez fort, ça se sent, parce que c'est un film qui, je pense, a beaucoup dérangé à l'époque. On a accusé Costa Gavras de faire le jeu, en fait, de l'ennemi, puisque tout d'un coup, on dénonçait que dans le sein, alors c'était adapté du livre d'Arthur London, mais on dénonce que dans le sein du parti communiste, tout n'était pas rose, et loin de là, quoi.
Donc c'est un film qui en fait va parler de l'enlèvement de ce personnage de London, et puis de sa disparition en fait, de sa détention, pendant que sa femme, personne ne sait où il est en fait détenu avec d'autres et il est torturé. Et puis tout ça va mener à ce qui s'est appelé dans l'histoire le procès de Prague, où je crois que c'est 13 personnalités du Parti communiste tchécoslovaque, dont le secrétaire général du parti, qui ont été arrêtés sur un peu le principe des purges staliniennes, quoi, et qui ont été torturés jusqu'à ce qu'ils avouent qu'ils étaient en fait des anticommunistes, quoi. Des capitalistes. Et puis qu'ils avaient saboté, qu'ils avaient comploté contre le parti. Et sachant que le secrétaire général en question, c'est d'ailleurs raconté dans le film, a été un des instigateurs de cette purge, mais il s'est finalement retrouvé lui-même accusé et pris dans l'engrenage de cette chose-là. Et ils ont été... c'est quasiment tous des juifs. Aussi, il faut dire, parce qu'il y a aussi pèse le soupçon sioniste aussi, hein, sur leur tête, et ils vont tous être exécutés, sauf 2 ou 3 qui sont enfermés à perpétuité, dont Arthur London, qui va être finalement libéré en 56, je crois, et qui va écrire, une fois que l'histoire, on va dire, s'est retournée de son côté, quoi. Donc effectivement, c'est un film qui est dur, qui est très intense, un montage... qui vous fait ressentir, je trouve, la torture, qui est beaucoup plus psychologique d'ailleurs que physique. Elle est aussi physique. Elle est aussi physique, ouais. Mais justement, dans le choix de montage, dans le choix de réalisation, dans le choix de direction d'acteurs, dans les choses redondantes que ces tortionnaires lui disent, lui surinent, oui, la répétition des mêmes fait de marcher, processus, si la marche, bien sûr, marcher, qui lui hurle dessus à toute heure, qui le privation de sommeil. Même pendant les interrogatoires, il est obligé de marcher tout le temps. Il ne doit pas s'arrêter. Dans la cellule, il est surveillé constamment. S'il s'arrête de marcher, il est frappé. Et il y a vraiment un épuisement. Moi, j'ai éprouvé de l'épuisement. Non pas parce que je m'ennuyais, hein, loin de là, hein, mais parce que je ressentais exactement ce que le personnage ressentait. C'était un épuisement moral et physique. Je me dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va finir? Cette absurdité, cette torture morale, physique. Il faut souligner l'interprétation vraiment exceptionnelle. Alors, de tous les comédiens et comédiennes de ce film, mais en particulier d'Yves Montand, où on sent qu'il y a eu un investissement physique considérable, très considérable. Et puis aussi de Simone Signoret, qui joue cette espèce d'épouse assez très forte, distante, très forte, personnage très fort, parce que ce qui est très beau aussi dans le film, c'est que les London, tous les deux, croient complètement au parti, sont complètement dans la confiance dans le parti. D'ailleurs, on leur dit toujours faites confiance au parti pendant tout le film. Et donc, il s'interroge, lui, pendant toute sa détention, sur ce qu'il a pu faire de mal, ce qu'il a pu faire contre le parti, pourquoi il est finalement arrêté. Et en fait, il se retrouve à se poser lui-même la question. Ça devient orwellien, tout à fait orwellien. Et il va vraiment témoigner, il ne ment pas, il raconte tout dans les détails, comme si lui-même, finalement, cherchait à découvrir qu'est-ce qu'il a pu faire. Et sa femme, par ailleurs, quand elle va finalement, après plusieurs mois de détention, peut-être même 2 ans, enfin plusieurs mois au sens, je ne sais plus combien de mois il a été, mais enfin c'est une vingtaine de mois ou plus, va apprendre que finalement il a été arrêté et va même entendre son aveu, puisque à un moment donné, à force de torture et à force d'aveux, c'est incroyable parce qu'ils le font avouer par des petites procès-verbaux des fois de 1 ou 2 phrases. Ça, on est d'accord, vous êtes d'accord pour le signer? Oui, ça, je suis d'accord, alors il signe. Bon, la dernière fois, vous avez dit ça, mais là, on voudrait ajouter ça. Non, cette formulation n'est pas juste, parce que c'est pas... Et donc, on va le faire signer à nouveau un truc, et puis en fait, ça s'accumule, tous ces procès-verbaux font finalement ces témoignages, en lui disant toujours, bien sûr, que les autres ont signé, ils ont parlé, ils ont tout ça. Sa femme, finalement, finit par apprendre son aveu, de complicité, d'espionnage, en fait. Et en fait, elle va le renier. Elle écrit une lettre au président de la République en disant qu'elle est outrée par ce qui s'est passé et que effectivement, elle-même lui soupçonne. En fait, elle dit dans le film, mais ce serait pas le premier qui aurait trahi, quoi.
commence à voir en fait. Et puis oui, finalement, elle va apprendre qu'en fait, il n'y avait pas de trahison. C'est un film qui est fait de scènes très courtes, assez courtes, une suite de scènes courtes et qui ont, j'ai l'impression, dans la façon dont je l'ai perçu en tout cas, un rythme assez égal. Ce qui donne à ce sentiment de longueur du temps qui a passé et de répétition des mêmes gestes, des mêmes séquences. La caméra est très mobile. Tout à fait. Justement pour donner cette sensation de nausée permanente. Ouais. Il y a beaucoup de gros plans, beaucoup de sons qui sont très forts d'un seul coup. Oui, tout à fait. Et puis on finira quand même, bon, il ne faut pas raconter la fin du film, mais on a des sauts quand même dans le futur, dans le présent plutôt, ouais. Avec le personnage qui raconte son histoire. Mais ça, on l'apprend qu'au bout d'un moment. C'est au milieu du film, tout d'un coup, on a une scène qui est dans... D'ailleurs, à un moment donné, j'ai cru que c'était une scène rêvée par le personnage. Oui. Mais ça joue en fait, un peu là-dessus. Ouais, on ne sait pas trop si c'est réel ou pas. En tout cas, au début, moi, je n'avais pas lu l'histoire d'Arthur London, je ne m'étais pas renseigné, donc je découvrais. Et en fait, il témoigne, il a décidé d'écrire un livre, donc ce qui est le cas dans l'histoire. Et donc, il y a ces scènes où il est d'ailleurs avec Antoine Vitesse, qui joue son ami, en fait, et qui va être dépositaire un peu de son témoignage dans le film. Effectivement, il y a un espèce de retour en arrière qui justifie aussi cette voix off en interrogation et en narration de l'histoire constante. Et après, on aura le procès médiatisé. Aussi, absolument. Donc le fameux procès de Prague. Avec les brochettes d'avocats, avec les petits box pour chaque accusé. Absolument... inouï. Enfin, vraiment, il faut voir d'ailleurs, c'est des images qui sont réelles, qui sont inspirées par des archives réelles, puisque ce procès a réellement été filmé. Et en fait, ils sont comme ça. Il y a un soldat, enfin un surveillant, on va dire, un garde, un accusé, un garde, un accusé, comme ça. Ils sont les 13 comme ça sur plusieurs bancs en rang d'oignons. Et voilà, ils vont être, comment dire, c'est une espèce à la fois de procès fantoche et en même temps avec ces personnages qui d'une certaine façon croient encore à ce parti, donc en fait qui sont presque en train d'accepter leur sort en comprenant qu'ils ont effectivement peut-être trahi. Parce qu'ils ont contacté un espion, parce qu'ils ont... Alors qu'évidemment, eux, dans leur tête, ils n'ont jamais trahi, et que dans les faits, ils ne l'ont pas fait. Mais on leur a tellement bourré le mou, et ils sont tellement persuadés que le parti ne peut pas avoir tort, ne peut pas s'être trompé. D'ailleurs, le personnage d'Arthur London a été lui-même un des accusateurs dans les procès de Moscou, des années plus tôt, d'un autre qui a été exécuté. Donc il s'est retrouvé dans cette position comment dire, de prosécution lui-même et de devoir faire avouer et d'être persuadé que le gars en question est forcément un traître puisque le parti l'a désigné comme traître et voilà, tout d'un coup c'est à lui que ça arrive quoi. Non mais c'est un très bon film à recommander encore une fois à voir et à revoir parce que c'est la réalisation évidemment avec cette espèce d'efficacité à l'os que peut avoir Costa Gavras, rien qui dépasse, une mise en scène impeccable, les rôles très savoureux, tout à fait. Michel Robin à nouveau qui est magnifique, en procureur ou en juge, je sais plus quel est le rôle. En tout cas au procès. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais plus trop. Avec le procès qui est retransmis par la radio aussi, qui est diffusé. Qui fait que l'épouse entend, etc. C'est absolument... bon, voilà, on va pas tout dire, parce qu'on en a dit beaucoup déjà. Et il y a... Oui, mais alors on en a dit beaucoup, et à la fois c'est un film... qu'il faut vivre. Tout à fait, voilà. C'est une traversée à vivre, c'est tous les petits détails, c'est tout... c'est vraiment une expérience physique, comme vous l'avez dit, de regarder ce film. L'histoire, elle est disponible sur Wikipédia, vous pouvez la connaître, je veux dire, c'est pas une histoire dans laquelle finalement il n'y a pas de suspense dans cette histoire, mais en tout cas, voilà, quand on regarde le film, on est complètement pris par la petite mécanique aussi de la torture, de comment on fait pour faire avouer un prisonnier. Il y a ce personnage, je ne saurais pas dire le nom de l'acteur qui l'interprète, peut-être qu'on pourra mettre un petit truc comme ça avec son nom là. Avec son pantalon.
Avec son pantalon. Le pantalon qui tombe, c'est celui-là, au procès, justement. Ah non, c'est vrai que celui-ci est super aussi. C'est savoureux, ouais. Très savoureux. Non, le personnage qui est qui est un ancien nazi recruté par les communistes pour faire avouer qui a comment dire le spécialiste voilà de comment faire finalement parce qu'ils arrivent pas. Ouais. Et puis à un moment donné ils font venir ce type qui va d'une façon administrative réussir à faire donc voilà, c'est un formidable acteur et le personnage aussi est vraiment fascinant et comment c'est fait petit à petit, comment par ses présences, ses absences, comment on le laisse seul, comment des fois on le confronte, il entend des choses ailleurs, enfin tout ça, comment petit à petit voilà ça bascule en fait dans l'horreur ouais, total ouais. Et c'est un film qui est très puissant justement pour ce que ça questionne de évidemment à la fois des systèmes de torture et des systèmes d'oppression politique, mais aussi de comment par fidélité à une idéologie, ouais. Comment le communisme a eu cette puissance en fait idéologique dans ces générations-là. C'est des gens qui ont une foi inébranlable et on ne peut que être bouleversé par ce que ça a dû être tout d'un coup pour ces gens de se rendre compte qu'il y avait un système idéologique brutal et très violent derrière ce mot de communisme, derrière ce parti, alors que c'était vraiment... on sent que voilà, il y avait une confiance absolue. Le camp des bons, quoi. Hein, complètement, des gentils, mais ça pouvait être que ça. Il n'y avait même pas de conception différente. Et ça, c'est très très bien abordé dans le film, très bien raconté. Donc voilà, l'aveu, nous vous le conseillons. On va parler d'Amen. Oui. Donc 2002, 32 ans plus tard. Un film qui lui aussi a fait polémique dans la carrière de Costa Gavras pour des raisons différentes, mais pas si différentes que ça, puisque cette fois-ci il va dénoncer une autre institution qui est l'Église catholique. Le film raconte très brièvement un chimiste qui est officier nazi aussi. Je crois qu'il s'appelle Gerstein, si je dis pas de bêtises. Kurt Gerstein, qui est un personnage réel aussi qui a existé, qui fabriquait des dépolluants d'eau, je crois, pour les soldats, pour qu'ils puissent boire une eau moins polluée, assainie. Et en fait, il va être tout d'un coup, en tant que chimiste, embauché comme officier SS pour en charge pour prendre pour en fait parce que il maîtrise les gaz alors le fameux Zyklon je crois et qui vont être utilisés pour les chambres à gaz et l'extermination dans les camps de concentration des familles juives. Alors en fait au début du film on se rend compte que cette méthode était à un moment donné utilisée par les nazis pour euthanasier et exterminer les autistes, les handicapés. Et en fait, l'Église va se révolter à travers quelques personnages, dont ce personnage-là, et ils vont interdire, l'Église va, en se manifestant, va faire reculer le régime nazi qui va arrêter cette extermination. En revanche, quand il s'est agi des Juifs, donc ce Gerstein va essayer d'alerter l'Église par tous les moyens, tout en continuant à donner le change du point de vue des SS. Donc c'est un personnage qui est trouble. Qui est trouble d'une certaine façon, même si en tout cas le film... donc le film est adapté d'une pièce de théâtre, je crois, qui s'appelle Le Vicaire. Je n'ai plus le nom de l'auteur de la pièce de théâtre, mais il pourrait me
je sais plus, non. On mettra là aussi un petit encart. Un nom que je n'aurais pas pu prononcer de toute façon, un auteur allemand. Et cette adaptation... alors il y a une chose qu'on n'a pas dit aussi, pardon, je veux revenir sur l'aveu, c'est que c'est une adaptation du roman d'Arthur London fait avec Jorge Sempren, qui était... parce que Costa Gavras écrit toujours avec un coéquipier, quoi, quelqu'un, un auteur, un scénariste, Jorge, je ne sais pas comment on le dit. Jorge. Je vais faire honte à mes origines espagnoles, mais enfin bon, voilà. Qui a été un résistant, qui s'est battu contre le régime de Franco et qui a été membre du parti communiste lui-même et qui a finalement été exclu du parti. Donc cette coécriture, ça a été un vrai... et c'est souvent le cas chez Gavras, les co-auteurs sont souvent impliqués de manière, j'ai envie de dire, dans leur vie même avec les sujets qui sont portés. Et là, la coécriture du film Amen avec Costa Gavras se fait avec Jean-Claude Grimbert, et auteur, dramaturge d'origine juive roumaine, qui va coécrire avec lui, donc qui est un auteur qui est une personne qui s'est beaucoup battue contre l'antisémitisme et qui l'a coécrit. Donc pareil, qui a une implication personnelle très forte. Dans le cas d'Amen, ce personnage de Gerstein va essayer d'avertir l'Église. Et finalement, devant l'impossibilité, le mur de non-reconnaissance de ce qui est en train de se passer, le silence et la non-envie de savoir, et surtout de reconnaître et de défendre, eh bien, il va se lier avec un personnage qui, lui, est un personnage fictif, interprété par Mathieu Kassovitz. C'est ça. Qui est un jeune, je ne sais pas comment ça s'appelle, prêtre, vicaire, a priori. Oui, peut-être vicaire, tout à fait, qui est proche du pape par Vatican, son père et du Vatican, et qui va voir en fait que personne ne veut s'entretenir avec ce Gerstein, mais va entendre ce qui se passe et va vouloir recueillir ce témoignage et l'amener auprès du pape pour que finalement l'Église et le pape condamnent, ne serait-ce que verbalement, ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'est un film qui quand même dénonce très clairement que l'Église, et on sait que l'Église était en tout cas savait l'existence des chambres à gaz. Ça a été prouvé parce que ce fameux Gerstein a fini par écrire un rapport qui s'appelle le rapport Gerstein et qui a finalement établi, qui est une des preuves que l'Église et le pape étaient au courant pour les chambres à gaz. Voilà. Et qui ne faisait rien, absolument rien pour arrêter ça. Exactement. Alors c'est un film qui est vraiment... j'ai eu le cœur serré, mais dès le début du film. Et puis pendant tout le film, j'étais... Voilà, j'avais... Alors, si l'expérience physique de l'aveu, c'était plutôt un tournis, Voilà, c'est un écœurement moral. Exactement. C'est une nausée totale de voir l'inaction de l'Église catholique face à l'Holocauste. C'est même pas une possibilité, c'est une certitude qu'ils avaient la notion, qu'ils savaient exactement ce qui se passait et qu'ils ne faisaient rien pour. Et ce qui est incroyable aussi... On les voit se manger, se gaver dans des repas d'un luxe pendant que tout le monde crève de faim. Et le déni, en fait, le déni collectif. Total, ouais. Alors évidemment, celui de l'Église, certes, mais aussi le déni collectif autour de personnes qui sont alertées par ce Gerstein et qui ne veulent pas voir, ne veulent pas croire, ne veulent pas entendre, ne veulent pas savoir en fait que cette chose-là se produit. Alors ce Gerstein qui à la fois continue à livrer ce Zyklon, parce que s'il ne le fait pas, mais il essaie de trouver quand même. Mais il essaie de trouver des petites parades, comme s'il en avait perdu en chemin, il en livre moins, ou il en livre un défectueux, et puis tout en essayant toujours de continuer à essayer de communiquer l'information, de faire passer l'information. L'idée étant que le pape, au moment de Noël, doit faire une déclaration, il doit faire un discours pour la période de Noël. C'est vrai. Et le jeune vicaire interprété par Kassovitz espère, après s'être entretenu avec le pape,
que le pape lui-même fera une déclaration à la radio condamnant le système, enfin le régime nazi et ses camps d'extermination. Tout à fait. Bon, on ne vous dit pas ce qui se passe, mais bon, vous connaissez l'histoire, a priori. Les camps n'ont pas été fermés et les nazis n'ont pas été condamnés, en tout cas pas pendant la guerre. Et oui, c'est absolument bouleversant. Et alors le film est construit d'une façon beaucoup plus stylisée, beaucoup plus épique. On voit sans arrêt des alertes. Il y a un train. Alors non, pas un train, j'allais en parler justement, c'est une espèce de leitmotiv, si je puis dire, et c'est une image qui est d'une force, d'une puissance, qui est vraiment, voilà, j'ai lu d'ailleurs dans la biographie de Costa Gavras qu'il cherchait en fait une image ou une façon de raconter que pendant que se déroule cette histoire où le type essaye de parler, etc., pendant ce temps, l'extermination continuait. Et donc, comment signifier ça dans le film, sinon par des voix off ou par des... Et l'idée absolument brillante, simplissime et qui est bouleversante, de voir un train passer avec les portes fermées et revenir avec les portes ou les trains à bestiaux avec les portes ouvertes, vides. On ne montre jamais dans le film, tout en montrant très fortement, il y a comme ça dans le film cette espèce de non-dit qui est dit, qui veut être dit, qui doit être dit et qui ne veut pas être... et ce déni là encore. Hein, ça illustre totalement le déni de l'Église catholique, justement, tout parce à qu'on fait. ne montre pas en image. Donc c'est peut-être ça aussi que ces deux films ils ont en commun, quoi, de comment comment là on est dans deux l'aveu, institutions qui broient des individus, les individus qui sont broyés. Dans l'aveu on est du point de vue d'un individu qui a toute confiance en son parti et qui refuse de concevoir que le parti puisse se tromper, et de l'autre côté on a un individu qui essaye de faire sortir du déni une nation entière, voire le monde en fait, et en particulier l'Église, quoi. Donc voilà, on n'a pas parlé donc on a dit il y a Mathieu Kassovitz, mais il y a aussi Ulrich Tukur, fidèle acteur, de chez Costa Gavras, dans certainement le rôle le plus fort en tout cas à travers la filmographie de Costa Gavras, d'Ulrich Tukur. Et là encore, toute une cosmogonie, comme toujours chez Costa Gavras, deux personnages qui sont tout autour et qui représentent ces différents degrés de déni ou de mensonge, et en particulier le personnage de ce docteur allemand qui pour le coup est un véritable comment dire, fervent SS, sans l'ombre d'un scrupule, quoi. Et qui va avoir ce dialogue on dirait d'ailleurs que ce personnage sent assez vite que Gerstein s'oppose finalement en sous-entendu à ce qui est en train de se passer, finale, et d'un autre côté prend presque plaisir à le voir se débattre avec sa morale en fait, alors que lui n'en a pas finalement, il saura très bien comment lui sortir son épingle du jeu. Voilà, exactement. Et, sans vous dévoiler quoi que ce soit, mais ouais, c'est assez... c'est glaçant. Oui, mais comme souvent, c'est pas qu'il fait un cinéma glaçant, c'est les sujets qui le sont. Absolument. C'est comme ça. Il fait un cinéma éblouissant, Costa Gavras, mais avec des sujets qui vous chamboulent, qui vous glacent et qui vous serrent le cœur et qui vous tiennent longtemps. C'est encore un grand film de Costa Gavras à découvrir ou à redécouvrir en tout cas. Tout à fait. Voilà, on va s'arrêter là peut-être pour ce nouvel épisode sur Costa Gavras. Oui. On se retrouvera dans pas très longtemps pour parler du dernier souffle, et peut-être d'un ou deux autres. On finira par en arriver au bout. Oui. Et puis comme ça on pourra passer à ces autres vidéos là qui nous attendent, à ces DVD, à cette... Bon, il y en a quelques-uns voilà, qui sont... On est en retard un peu quoi sur notre planning. Oui, c'est ça. Il va falloir qu'on taffe quoi. Mais on le fera. On sera là. À bientôt. À bientôt.